La première chose, je crois, que nous pouvons penser, c'est que la crise économique actuelle n'est pas seulement une crise économique et qu'elle est liée à d'autres crises. Et je crois que, effectivement, nous avons une crise de la civilisation occidentale, nous avons une crise des sociétés traditionnelles qui elles-mêmes, sous l'influence de cette machine à occidentaliser qui est le développement, sont en crise. Nous avons des crises démographiques, nous avons des crises de la pensée, notamment cette impuissance de la pensée à savoir ce qui se passe, et nous sommes, en gros, dans une crise générale de l'humanité qui prend différentes formes et dont la crise économique est une des formes. La crise générale de l'humanité, c'est la crise de l'humanité qui n'arrive pas à devenir humanité. Pourquoi? Eh bien parce que tous les processus qui ont conduit cette humanité à se trouver réunie dans un même destin commun, ce sont en même temps des processus qui nous conduisent vers des catastrophes futures. Et là, j'indique deux aspects contradictoires, ou apparemment contradictoires, de cette mondialisation. Elle est la pire des choses et la meilleure des choses qui puissent arriver à l'humanité. Pourquoi la pire des choses? C'est parce que c'est un processus où la science contribue, plutôt a permis à la technique de développer des armes de destruction massive et que celles-ci se multiplient, créant à chaque fois une probabilité plus grande d'être utilisées, d'autant plus qu'en même temps, les fanatismes, les refermetures ethniques, les intégrismes religieux, tout ceci crée des conditions préparatoires qui préparent non seulement de multiples conflits, mais peut-être un grand conflit. Nous savons que le processus de notre civilisation technique et de notre économie a conduit à la dégradation de la biosphère, à cette crise de notre milieu vivant, et que nous sommes encore incapables de pouvoir freiner cette crise et de trouver des moyens en quelque sorte, de la combattre. Nous savons que l'économie mondiale, l'économie mondialisée, est une économie qui n'a aucune véritable régulation, et du reste, les crises qui se succèdent depuis 2008 nous montrent qu'il n'y a pas cette régulation. Ce capitalisme financier est plus puissant que les États. Il suffit qu'une agence de notation privée abaisse la note des États-Unis pour qu'une panique saisisse les bourses et que pour les États tremblent, incapables de réguler et de juguler ce qui peut devenir une crise généralisée. Donc, voici le monde livré à de nouvelles menaces. Et comme tous ces processus s'accélèrent et s'aggravent, évidemment, la mondialisation est le pire, puisque elle va nous produire, elle nous conduit vers des catastrophes. Mais en même temps, elle est le meilleur, parce que, pour la première fois, tous les êtres humains de tous les continents se trouvent, sans qu'ils le sachent, unis dans une même communauté de destin. Ils ont les mêmes périls, les mêmes problèmes fondamentaux, les mêmes dangers écologiques, les mêmes dangers économiques, les mêmes dangers venant de la possibilité de guerre. Et ceci crée les conditions pour que naisse un nouveau monde. Cette mission que donnait Zygmunt Bauman aux jeunes générations en disant « à vous d'inventer de nouvelles formes de démocratie », disait-il. Mais le problème, c'est il s'agit maintenant
d'inventer une société à l'échelle du monde qui ne soit pas faite sur le modèle des États nationaux, qui soit pas une sorte de méga-État mondial sur le modèle des États nationaux, une nouvelle forme d'organisation politique, et de même que la démocratie athénienne, qui était une démocratie de petites cités, de quelques citoyens, s'est transformée en démocratie des nations. Aujourd'hui, il y a une autre société à créer, peut-être, où Internet peut jouer un rôle dans cette démocratie. Donc, nous avons un problème absolument vital et fondamental, mais qui en même temps nous révèle, que la communauté de destin mondial nous révèle la possibilité, peut-être, de créer un monde nouveau. Déjà, quelques voix se sont élevées, notamment en France, pour dire il faut maintenant démondialiser. Et effectivement, quand on voit les mots de la mondialisation, qui, dans certains cas, ont détruit des réalités locales, régionales, culturelles, qui ont appauvri des industries qui ont, dans beaucoup de pays, détruit les solidarités. On peut penser qu'effectivement, il faut se retirer de ce processus qui produit des effets si négatifs. Mais en même temps, il y a les effets positifs de cette mondialisation, c'est l'interdépendance, c'est aussi les capacités d'échange culturel accrues, c'est cette possibilité d'arriver à une nouvelle société, à un nouveau monde. C'est aussi pas seulement la création des inégalités nouvelles, encore plus grandes, et des misères plus grandes, mais aussi certaines zones de prospérité. Donc, la mondialisation est ce phénomène ambivalent, et moi j'en arrive à dire, il faut à la fois mondialiser et démondialiser. Alors ça, c'est très difficile à saisir, parce que nos esprits sont habitués à une pensée binaire, alternative. Ou bien on mondialise, ou bien on démondialise, et on ne peut pas faire les deux. Oui, on peut faire les deux, c'est-à-dire continuer tout ce qu'il y a de positif dans la mondialisation, mais sauvegarder les vertus et les qualités des cultures nationales, sauvegarder l'agriculture vivrière d'un pays, c'est-à-dire cette agriculture qui permet de le nourrir et qui ne le rend pas dépendant à partir des aliments qui viennent de l'extérieur. C'est sauvegarder des campagnes, c'est sauvegarder des vertus qui existent dans les nations, c'est sauvegarder les communautés locales. Donc, il faut à la fois mondialiser et démondialiser. Je dirais la même chose du développement. Il faut développer et envelopper. C'est un peu la même chose que pour mondialiser et développer. C'est-à-dire, le développement, c'est ce qui concerne surtout la croissance économique, le développement technique, le développement matériel, et qui comporte aussi bien des vertus que des graves défauts, comme notamment la destruction des solidarités, l'accroissement des corruptions. Bon. Donc là aussi, il y a l'ambiguïté du développement. Il faut prendre du développement ce qu'il a de positif et maintenir l'enveloppement, c'est-à-dire les besoins d'être dans sa communauté, dans sa culture, d'avoir conservé son identité, tout en prenant ce qui vient du monde extérieur, notamment du monde occidental. Tout est à changer, tout est à transformer, tout est à réformer. Bien entendu, il y a l'économie, évidemment, qui est à réformer. Ça, je l'ai dit, on le comprend. Mais il y a aussi la bureaucratisation généralisée des administrations publiques ou privées, où les gens sont enfermés, compartimentés, et où les usagers sont renvoyés de guichet en guichet et ne trouvent pas satisfaction. Il faut débureaucratiser. Nous avons la justice est à réformer. Nous avons la consommation
est à réformer parce que non seulement sont exclus de la consommation vraiment nutritive les couches les plus pauvres, mais que les couches aisées, elles, consomment des produits dont les vertus sont souvent imaginaires, dont les vertus sont vantées par la publicité et qui promettent la beauté, la jeunesse, la santé. Et ce sont des produits souvent qui comportent des défauts parce qu'ils comportent en eux des conservateurs, souvent très dangereux. Nous avons quand même à réformer l'agriculture. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, l'agriculture industrialisée cause plus de maux que de bien. Non seulement elle détruit les sols qui sont condamnés à recevoir des engrais chimiques sans arrêt, mais elle détruit toute vie avec des pesticides. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'animaux. Et en plus, les produits sont des produits de mauvaise qualité, de mauvais goût. De même, l'élevage industrialisé du porc, des bœufs, des poules transforme ces animaux en pur objet qu'on enferme et auquel on inocule de la pénicilline et toute une série de produits pour qu'ils ne soient pas malades, de produits qui les font grossir, et vous avez une alimentation artificielle privée de goût. Il faut réformer l'éducation. Il faut réformer l'éducation parce que notre éducation fabrique, comme je vous l'ai dit, des spécialistes et ne s'occupe pas de produire ce que Jean-Jacques Rousseau, dans son livre sur l'éducation à la fin du XVIIIe siècle, disait. L'éducateur disait, parlant de l'élève, « Je veux lui enseigner à vivre. Éduquer, c'est enseigner à affronter les problèmes de la vie. Pas seulement en connaissant les mathématiques et la grammaire, mais en sachant, il faut enseigner la compréhension humaine, il faut enseigner à affronter les incertitudes, il faut enseigner à ce que c'est qu'être humain, il faut enseigner à déjouer les pièges de la connaissance, parce que ce que l'on croit être la connaissance, souvent, est l'erreur. C'est Descartes qui disait que le propre de l'erreur, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle est une erreur. Nous avons réformé l'éducation entièrement. Nous avons réformé la connaissance, nous devons réformer la pensée, et donc la pensée politique, effectivement, qui est si pauvre aujourd'hui, qui est si vide, et qui aurait besoin d'avoir un peu de conception du monde pour nous guider à travers l'océan d'incertitude dans lequel nous sommes. Il y a une notion très intéressante et qui est justement sortie en Amérique latine. Enfin, elle a été, je crois que c'est le président Correa de l'Équateur qui l'a dite, et c'était reprise par Morales, le président bolivien. C'est l'idée du bien vivre, du bien vivre. Pourquoi cette idée est-elle importante? Alors que nous avons l'idée du bien-être. C'est parce que le bien-être que nous avons est une idée qui est uniquement matérialisée dans les conforts, les objets, les automobiles, les télévisions, les possibilités de prendre l'avion. Pour nous, le bien-être est une chose qui s'est uniquement matérialisée. Bien sûr, le bien-être matériel est utile, et je dirais même qu'il faut que les populations pauvres qui n'ont pas accès au minimum de bien-être devraient avoir accès. Mais la question, c'est qu'il est insuffisant. Il y a une part de nos personnes qui veut plus que ce bien-être matériel, qui veut le bien-être moral, psychologique, affectif. Et du reste, dans la civilisation occidentalisée, on voit que ce besoin de quelque chose d'autre, d'être en accord avec soi-même, d'être en meilleur accord avec le monde, et il se traduit par une recherche de yoga, de chaman, de bouddhisme zen, de spiritualité. On cherche dans des philosophies, dans des sagesses orientales, on cherche des remèdes, ou bien alors on va chez le psychanalyste, on va chez le psychiatre. Il y a un mal-être dans le bien-être matériel. Il y a un mal-être dans la civilisation occidentale. Mais ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes actuellement dans une période de résignation, d'angoisse, de peur. Les vieilles générations ont eu tellement d'illusions qu'elles ne croient plus en rien.
Ils ont cru, les uns au socialisme et au communisme, d'autres ont cru que la société occidentale elle-même serait une société bien meilleure. Ils ont cru, dans le tiers-monde, on a cru au socialisme arabe, on a cru. Et toutes ces croyances se sont effondrées. Alors les vieilles générations sont déçues, impuissantes. Et les nouvelles générations, elles sont en plein désarroi, elles sont dans la précarité, dans l'incertitude. Mais, évidemment, elles ont en elles des aspirations, une possibilité créatrice, car dans toutes les sociétés, les adolescents, ce sont les éléments qui ne sont plus à l'intérieur du cocon de l'enfance, ne sont pas encore intégrés dans la vie normalisée des adultes, et ils ressentent ces aspirations profondes dont j'ai parlé, qui sont les aspirations humaines permanentes, aspirations à plus d'autonomie et plus de communauté. Ces ferments de transformation sont dans les jeunes générations, comme on l'a vu en Tunisie, comme on l'a vu en Égypte, et à ce moment-là, les jeunes générations réveillent les vieilles générations qui reprennent en disant « oui, il faut lutter, il faut y aller ». Nous sommes dans un monde où les forces de transformation sont en œuvre, mais à nous de savoir quelles sont celles qui vont vers la destruction et celles au contraire qui peuvent nous apporter l'espérance. Donc, je dirais, aujourd'hui, nous pouvons espérer, nous pouvons essayer d'agir. Nous savons que ce destin de l'humanité est en jeu, que chacun d'entre nous est un tout petit morceau de cette humanité, mais dont il est absolument inséparable. Et que l'idée d'humanité n'est pas une idée qui doit nous faire oublier qu'on fait partie d'une nation, d'un peuple, d'une civilisation. Mais nous sommes le monde de l'humanité, c'est un monde qui a son unité dans sa diversité et qui a sa diversité dans son unité. Donc, je crois que la voie, je le répète, n'est pas une voie tracée. Ça veut dire que nous pouvons essayer un chemin. Et puis, vous savez, toute décision, toute option humaine comporte un pari. L'idée de pari est très importante. Sans arrêt, nous devons parier. Mais parier signifie aussi être capable d'une stratégie pour rectifier le chemin que nous prenons si nous nous rendons compte que nous prenons une mauvaise route. Donc, si vous voulez, rien n'est assuré, rien n'est donné, rien n'est garanti. Mais en même temps, une nouvelle humanité est possible. Un monde meilleur est possible. Non pas le meilleur des mondes. Non. Pas un monde parfait. C'est un monde qui sera toujours ses carences, ses lacunes, qui portera en lui la tragédie ou la mort. Mais nous savons aujourd'hui que un monde meilleur est possible. Improbable, mais possible. Voilà le chemin de l'espérance. Obrigado.